Bonjour à tous. Me voici une nouvelle fois sur l'Instant Joyeux, grâce à Marc Leval, qui est, je dirais, le boss de cette ABC Talk TV, télévision gratuite, accès pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui paraît pas important, et vous allez voir qu'il est fondamental, du goût et de l'odorat. Votre palais des saveurs et des arômes. Un palais. C'est le palais, je dirais, de la partie haute du corps, palais des plaisirs de cette partie haute, et nous parlerons un jour d'un autre palais que vous allez facilement imaginer, qui est plutôt dans la partie basse du corps, qui est un palais aussi, masculin, féminin. Mais ce palais des saveurs et des arômes, c'est une véritable sentinelle. Sentinelle de quoi? De notre santé. Et j'ai invité pour parler de ce sujet mon micronutritionniste préféré, celui qui me conseille pour ce qui est ma nutrition, moi-même, mon épouse, les enfants, les petits-enfants. Donc notre fils Jean, qui est micronutritionniste, enseignant à l'école de nutrition holistique de Genève, il nous en parlera probablement, sur ce sujet, qui est un sujet donc essentiel parce que c'est le début de notre santé. Puisque notre santé passe par là, par ce palais. Et évidemment, l'organisation de notre corps est faite de telle façon que ça commence bien. Et vous savez bien que ce n'est pas votre estomac qui vous dit que tel aliment est bon, c'est plutôt l'estomac qui va nous dire peut-être que vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas faire parce que vous avez du reflux. C'est votre palais des saveurs et des arômes qui va répondre à cette question de la qualité, du goût des aliments et de leur odeur. Et d'emblée, je m'adresse aux personnes les plus anciennes de notre société. Les anciens ne savent pas que progressivement, en vieillissant, nous avons une perte du goût et de l'odorat progressive. Nous ne nous en rendons pas compte. Et ça, c'est un sujet majeur. Pourquoi? Parce que si nous nous en rendons compte, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que la perte progressive du goût et l'odorat, c'est le chemin des maladies neurodégénératives, neuro-système nerveux central, et la peur de ma génération s'appelle Parkinson et Alzheimer. Et donc, comprendre l'importance de ce palais des saveurs, c'est déjà se préparer à éviter, nous sommes dans la prévention, à éviter ces maladies épouvantables que sont Alzheimer et Parkinson. Alzheimer, pour tout dire par exemple, vous avez 1 million d'Alzheimer en France. C'est effroyable. On nous dit qu'il y en a 1 million qui ne le savent pas mais qui commencent. Et encore un autre million pour lesquels ça va venir. Tout ça, c'est un peu destiné à nous faire peur. Et moi, je ne suis pas du tout pour faire peur, je suis plutôt pour aider les gens à être dans le bonheur, dans la santé, dans la joie. Mais il faut travailler. Ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous devez rien faire. Donc au minimum, écoutez ce type d'émission, transmettez-les autour de vous, vous verrez, c'est sympa. On peut y mettre beaucoup d'humour et de l'amour pour se régaler dans son alimentation. Alors d'abord, il y a le plan un peu anatomique. Savez-vous que nous avons un carrefour ici, dans cette zone, un carrefour qui est un carrefour aérodigestif. Aéro parce qu'il y a de l'air qui passe, et digestif parce que quand on mange, quand on avale, ça va descendre vers le tube digestif, vers l'estomac. Mais on n'est pas là pour avaler de l'air. On n'est pas là pour faire des fausses routes et envoyer vers les voies respiratoires tel ou tel fragment de notre alimentation. Une fausse route peut être très dangereuse et créer des problèmes d'infection, d'absédation au niveau respiratoire, puisque les aliments n'ont rien à faire dans cette zone du corps. L'organisation du goût et de l'odorat, c'est absolument génial. Le goût d'abord, la langue
Nous avons 17 muscles dans la langue. 17. Vous imaginez le boulot qu'elle peut faire pour parler, pour repérer un petit plomb ou un petit bout d'arête que nous avons dans notre alimentation en mangeant un morceau de poisson. Et cette langue qui est donc extrêmement active, elle est capable d'avoir une sensibilité, une sensorialité. Elle a des papilles. Ces papilles sont nombreuses, en forme de petites tiges, de petites feuilles, de petites cupules, de petits calices. Tout ça, c'est fondamental. Et nous les refaisons pratiquement tous les 10 jours. Au point que la veille de ces 10 jours, tout se détruise et se reconstruise, tout simplement parce que la vie de cette papille, elle est fixée à 10 jours, comme un globule blanc vit 7 jours et un globule rouge 120 jours. Et l'odorat, me direz-vous? Eh bien, l'odorat, nous avons ici, à l'intérieur du cerveau, au-dessous des lobes du cerveau qu'on appelle les lobes frontaux, il y a 2 éléments qu'on appelle des petits bulbes olfactifs. Ces bulbes olfactifs sont là pour récupérer les odeurs, bonnes ou mauvaises. Et on s'en est rendu compte avec le Covid, puisque beaucoup de gens ont perdu l'odorat quand ce n'était pas le goût, quand ce n'était pas les deux. Et on ne leur a pas bien expliqué les choses. Sur le plan anatomique, quelque chose de génial. Figurez-vous que nous avons un petit os, pas bien gros, qu'on appelle ethmoïde, et en grec, ça veut dire un os troué. Cet os troué, il est troué pourquoi? Parce qu'au travers de ces trous passent de très fins filaments, plus fins que des cheveux qui me restent, qui vont récupérer les odeurs au niveau de la zone nasale et même en arrière du nasopharynx, c'est-à-dire en arrière de la bouche, et ces filaments nerveux arrivent vers les bulbes olfactifs de chaque côté. Et quand votre bulbe olfactif est enflammé, on le savait déjà avec la grippe, mais on ne l'a jamais dit, mais nous le savions, nous médecins, quand ces bulbes olfactifs sont enflammés, on perd tout ou partie de l'odorat un certain temps. Et on donne un traitement anti-inflammatoire avec un peu de cortisone et en l'espace de quelques jours, vous récupérez votre odorat. Pas nécessairement votre goût, mais dans 10 jours, vous aurez refait vos papilles. Votre odorat, vous le refaites tous les 3 mois. C'est pour ça qu'avec le Covid long, il y a des gens qui ont perdu longuement l'odorat. C'est tout à fait exact. Et vous avez enfin des collègues ORL, otorhinolaryngologie, qui se sont spécialisés dans la stimulation du goût et dans la stimulation de l'odorat. Là, je vous ai donné un peu le cadre anatomique. Un cadre anatomique qui est, je dirais, très partiel. Nous allons aller un petit peu plus loin, Jean, avec tout ce qui arrive dans la bouche, pas simplement les aliments. Nous avons nos ratoons, nos dents, on a un maxillaire inférieur qu'on appelle mandibule, on refait cet os de la mandibule tous les 5 ans, alors que les autres os de notre organisme, par exemple la mandibule ou le maxillaire supérieur, nous le refaisons tous les 10 ans. Et pourquoi nous refaisons celui-là tous les 5 ans? Parce que nous bougeons beaucoup. Nous bougeons, je veux dire la mandibule, pour parler, pour manger, etc. Et donc, c'est intéressant de comprendre cela parce que ça veut dire que si vous bougez beaucoup les os de votre squelette, vous les referez plus facilement que si vous êtes les fesses dans le fauteuil à attendre que ça passe. Donc nous avons des dents, mais nous avons aussi des glandes salivaires. Alors ces glandes salivaires, est-ce que tu peux nous en parler? À quoi servent-elles? Des glandes salivaires. On parle de la glande pancréatique, on parle de la glande ovaire chez les femmes, testicules chez les hommes. Glandes salivaires, font-elles des hormones? À quoi servent-elles? Comme toutes glandes, elles sont là pour sécréter quelque chose. Leur rôle sécrétoire rentre directement dans le rôle de sécrétion des sucs digestifs. La salive est un suc digestif. On y a tellement facilement accès qu'on a un peu facilement tendance à l'oublier. Mais dans la phase initiale de la digestion, elle joue un rôle absolument fondamental. Et ce rôle, elle ne peut pas le jouer toute seule, comme c'est le cas d'ailleurs de tous les sucs digestifs. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un processus très complexe qui se fait par étapes. Et si l'une ou l'autre de ces étapes vient à être compromise ou insuffisamment exécutée,
c'est les étages inférieurs qui vont en payer les conséquences. Or, la phase buccale, c'est une phase fondamentale dans la digestion, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Première chose, la mastication. Et la mastication, si les aliments sont trop secs, elle ne se fera pas bien si on n'a pas une salivation suffisante. L'insalivation, c'est l'imprégnation du bol alimentaire par la salive qui contient quelques enzymes digestives. Alors la salive, elle a pour rôle de protéger notre cavité buccale. On sait que si on a la bouche trop sèche parce qu'on est déshydraté, parce qu'il fait chaud ou parce qu'on ne boit pas suffisamment, on a la bouche un peu pâteuse et des difficultés d'élocution parce que la trophicité, la bonne hydratation de toute la cavité buccale est fondamentale à la bonne fluidité de nos mouvements pour l'élocution. Et la salive a un rôle de protection des dents, de la gencive, de l'intérieur de la paroi de la joue, etc. Elle est là aussi pour limiter le risque de développer des troubles du microbiote buccal. Et puis, nous avons un microbiote buccal. Il y a un microbiote buccal, oui, tout à fait, très important. Donc des microbes. Voilà, des microbes, tout à fait. Enfin, des micro-organismes diversifiés. Voilà, et on espère qu'ils soient bons, mais c'est pas toujours le cas. Ça dépend beaucoup d'ailleurs de notre alimentation, ça, et de notre hygiène de vie. Enfin voilà, vaste sujet. Mais pour en revenir à la salive, parmi les grands rôles qu'elle a un rôle de changement de texture des aliments qui va être déterminant pour la déglutition. Donc si on a un aliment qu'on a insuffisamment mastiqué, il va être beaucoup plus difficile à déglutir. C'est là qu'on aura tendance à boire un verre d'eau pour le pousser, ce qu'on devrait éviter absolument de faire et qu'on devrait beaucoup plus mastiquer 20, 30 fois avant d'avaler selon la texture de l'aliment, mais mastiquer vraiment longuement pour que tout soit bien, le plus uniformément possible, imprégné de salive. La salive va commencer à permettre la digestion essentiellement de l'amidon, un tout petit peu de certaines graisses, mais elle est là aussi pour diluer les substances qui ont de la saveur, ce qu'on appelle les substances sapides ou les molécules sapides. Elles doivent être diluées dans ce liquide salivaire, dans ce liquide lié à notre mastication, qui va pouvoir de cette façon-là accéder aux papilles gustatives. Et les papilles gustatives, elles sont situées en particulier, alors il y en a un petit peu au bord des lèvres, mais il y en a aussi, la plus grande partie se trouve sur la langue, avec des secteurs différents, selon qu'on est en avant, en arrière ou au milieu de la langue. Et on va percevoir des saveurs grâce à l'insalivation de notre alimentation. Donc quand on parle de gastronomie, c'est là qu'on a un outil de santé qui est assez fantastique et dont il faut faire évidemment bon usage, mais on a tendance à voir la gastronomie comme quelque chose de pas vraiment souhaitable, pas vraiment compatible avec la santé, alors qu'en réalité on doit pouvoir, je pense que c'est possible de le transformer en un outil de santé. Ça demande un petit peu de rééducation au goût parfois, parce que si on a été éduqué à manger du fast-food, effectivement ça va être compliqué d'appréhender de nouvelles saveurs, mais il faut savoir que les aliments ultra transformés ont des saveurs très simplistes, qui ont été travaillés avec beaucoup de génie bien sûr, voilà, mais pour obtenir des produits dont la qualité nutritionnelle est très mauvaise dans l'écrasante majorité des cas. Et il y a des saveurs qui sont immédiates, des aliments qui sont très rapides à mastiquer, qui sont très rapidement déglutis et qui en même temps n'ont pas de profondeur dans la saveur qu'ils apportent. Quand on mange un fruit en pleine saison, qu'on a cueilli sur l'arbre, qui est beau, qui nous fait envie, c'est une expérience très très différente. On va avoir des saveurs très complexes avec une profondeur et une longueur en bouche et donc une satisfaction et donc une envie de mastiquer davantage qui vont beaucoup changer. Donc salivation, c'est vital dès le démarrage quand on s'alimente. Alors, nous avons 6 glandes salivaires, 6 grosses glandes salivaires, parotides sous les oreilles. C'est pour ça qu'on parle de la maladie des oreillons. Lorsqu'il y a une inflammation de la parotide, ça soulève le lobe de l'oreille, les oreillons. Le petit a les oreillons. Bon, très bien. Rien de bien grave d'une manière générale, d'autant qu'aujourd'hui, rougeole, oreillon, rubéole, il y a un vaccin, et j'y suis tout à fait favorable, qui s'appelle le ROR, d'autant plus qu'il ne contient pas du tout d'aluminium. Alors, un point intéressant, c'est que tu as parlé de la mastication. Cette mastication, quand nous mastiquons, sans nous en rendre compte, nous massons du verbe masser, massage, les glandes salivaires, nous les aidons
à vider, à se vider et à fabriquer la salive. Une salive qui vient donc des deux parotides, de deux sous-mandibulaires qu'on appelait aussi sous-maxillaires et de deux sublinguales. Par exemple, nous disons à ceux qui nous écoutent, ce soir, vous allez mettre votre miroir bien éclairé, vous allez soulever la langue et vous appuierez 3 ou 4 fois ici sous le menton et vous verrez qu'il y a des petits jets de salive par deux petits orifices qui sont les orifices droit et gauche de vos glandes sublinguales sous la langue. Combien de liquide fabriquons-nous? À peu près 1,5 litre par jour. Si on mastique. Ça veut dire que la personne qui mastique peu, la pauvre, elle aura 500-600 millilitres de salive, il en manque la moitié. Et cette moitié qui manque, c'est le début de la digestion. Alors avant de passer au microbiote buccal, forçons sur la digestion au niveau buccal. Il faut avoir conscience que le fait de bien imprégner de salive, de pas tout à fait liquéfier, mais on s'en rapproche progressivement, c'est aussi préparer le travail de l'estomac. Et tout ce que les dents n'auront pas fait, si on ne mastique pas suffisamment, il n'y a aucun autre organe en aval qui va être capable de le faire. Donc l'estomac ne sera pas capable de faire ce que les dents et les glandes salivaires n'ont pas pu faire, mais il ne pourra pas non plus faire son travail. Donc on va avoir un surcroît de travail qui va augmenter d'étage en étage et qui est souvent associé à des troubles digestifs. Le fait de manger trop rapidement, ça augmente le risque de développer des syndromes qu'on appelle par exemple côlon irritable, ce genre de choses-là, des troubles du transit, des maux de ventre. On a des dents qui sont faites pour mastiquer, broyer et préparer la digestion. Donc le fait d'avoir des aliments déjà trop homogénéisés, trop préparés, trop transformés, ça ne nous aide pas. On devrait revenir à des aliments les moins transformés possibles pour favoriser cette mastication. On a les dents adaptées, incisives, canines, prémolaires, molaires, c'est adapté à ce que nous pouvons manger, quoi. Tout à fait, le cas échéant, il y a les possibilités de replacer des prothèses, de soigner les dents, mais prendre soin de son appareil dentaire, c'est absolument fondamental aussi, bien sûr, et Dieu merci, on peut le faire relativement facilement. Et chez les enfants, hein. Sous nos latitudes, et il faut le surveiller aussi chez les enfants. Donc voilà, mais il faut en prendre soin. Ça veut dire que si on s'alimente avec trop de sucre, on va développer un microbiote qui va favoriser le développement de caries. Donc il faut avoir conscience de ça aussi. On a besoin d'apporter régulièrement de l'eau, de la vitamine C, du potassium, etc. Donc en consommant beaucoup de végétaux, on est surtout fait pour ça. La preuve, on a des molaires. Donc c'est vraiment typiquement des dents typiques de mammifères végétariens majoritaires. On a seulement des canines, donc de chaque côté, donc on est omnivore, mais et les incisives aussi. Voilà, on a les incisives de devant pour couper, mais on est équipé tout terrain, si vous voulez. Combien de fois il faut mastiquer un morceau de pomme, de viande, de je ne sais quoi? Selon la taille, entre 20 et 30 fois, pas moins. 20 à 30 fois, je compte dans ma tête. D'accord. Ouais, pas moins, je dirais pas moins. Et pour les enfants? Pour les enfants, ça dépend de ce qu'on leur donne. Si on leur donne de la soupe très très liquide, ils vont rien mastiquer. Si on leur donne de la purée sans morceaux, ils mastiqueront pas davantage. Il faut mettre des morceaux alors dans la soupe. Il faut progressivement, quand on diversifie, sans se presser, mais leur apprendre à gérer les morceaux, à les écraser sur la gencive quand les molaires sont pas encore là. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire si on donne pas des trop grandes portions d'un coup. C'est quelque chose qui peut se faire très 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 bien, à partir du moment où ils arrivent à gérer leur déglutition correctement. Donc ça se fait de façon très très progressive, avec toujours bien sûr de la prudence. Mais il faut avoir conscience qu'il se passe encore d'autres choses qu'on n'imagine pas. Quand on dilue les substances qui amènent le goût, les substances sapides, quand on les dilue, elles peuvent accéder à nos papilles gustatives. Nos papilles gustatives, elles sont là pour envoyer un message vers les centres régulateurs qui sont à la base du crâne, et ces centres régulateurs renvoient une information vers le système digestif en disant « Attention, il y a du monde qui arrive ». Et donc, tout le monde se prépare. Tout le monde commence à préparer les sucs digestifs, les enzymes, etc. On augmente la vascularisation de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon. On commence à stimuler un petit peu la motricité. Il se passe beaucoup de choses. Et on prépare même l'absorption des nutriments au niveau sanguin. C'est-à-dire qu'on commence à préparer la production des hormones qui vont réguler notre métabolisme. Un exemple très concret, c'est que quand on mange un aliment qui a une saveur sucrée assez prononcée, on envoie une information au centre régulateur de la production d'insuline par le pancréas. L'insuline,
c'est une hormone qui a pour fonction de nous faire stocker le glucose au niveau soit du foie selon la place qu'il y reste, soit au niveau des muscles s'il reste de la place, soit de transformer ça sous forme de graisse si jamais on est toutes les places sont occupées en fait. Et on commence à produire de l'insuline dès la perception d'une saveur sucrée. Ça s'appelle la phase céphalique de l'excrétion d'insuline qui existe, qui est authentique et qui peut être céphalique parce que cerveau, quoi. Voilà, tout à fait. Et cette phase céphalique de l'excrétion d'insuline, eh bien, il est possible de la stimuler sans faire monter la glycémie avec les édulcorants. Et c'est très probablement pour ce genre de raison que la consommation d'édulcorants est un très mauvais choix pour la santé métabolique, pour l'obésité, etc. Comme là, très très bien... C'est une copie du sucré, mais ce n'est pas du sucre. C'est pas du tout du sucre. On aurait tendance à dire, comme ça ne fait pas monter la glycémie, ça va bien, mais malgré tout, on provoque quand même une poussée d'insuline. Donc on va créer une perturbation métabolique qui va augmenter. C'est une erreur parce que ça augmente la faim, ça augmente l'appétence, ça augmente les prises alimentaires. Donc c'est pas du tout une bonne réponse à un vrai problème, c'est tout le contraire. Un peu comme un bon plat, on rentre chez soi et on a préparé un très bon plat où on va au restaurant et on se met à saliver. Rien qu'à l'imaginer. Alors qu'on ne mastique pas. Mais déjà on salive. Ouais, mais ça c'est la phase qui nous prépare à ce moment de nutrition qui doit rester un plaisir. C'est très important, même si le terme de plaisir est relatif et assez personnel. Mais le fait de percevoir ces odeurs, peut-être les bruits de la cuisine, quand on commence à imaginer un petit peu le résultat que ça va donner quand on cuisine, ou quand on se met à table, qu'on a l'assiette, si c'est quelqu'un d'autre qui a cuisiné, il se passe beaucoup de choses au niveau du système nerveux qui met en éveil le système digestif. Donc se conditionner en s'asseyant, en mettant la table, etc. Toute cette tradition familiale qui est très riche en Europe et notamment dans le pourtour méditerranéen, ça fait partie aussi d'une façon de prendre ces repas qui est favorable à la digestion et au métabolisme et qui nous aide aussi à ne pas manger trop vite. Plus on mange vite, moins on digère et moins on mastique. Donc c'est encore une fois toute une série de conséquences qui vont s'abattre les unes les autres au détriment de la santé. Alors odeur, parce que couleur, on voit le plat, on voit des fruits, on voit des choses colorées magnifiques. Saveur, bien sûr, donc ça c'est déjà un point capital. Mais je voudrais d'emblée venir sur deux pathologies qui sont malheureusement relativement fréquentes. Une en chirurgie et l'autre qui est une maladie auto-immune. Tout le monde va s'y reconnaître si jamais dans la famille cette pathologie est arrivée. En chirurgie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une parotidite, une inflammation de la parotide, tout simplement liée au fait que la personne a été opérée. On lui a interdit de boire, on n'a pas mis assez de perfusion au niveau de sa veine dans son corps, et donc elle est déshydratée. Et si il y a une déshydratation au niveau de telle ou telle glande, parotides en particulier qui sont les plus grosses glandes salivaires, eh bien, il peut se faire qu'il y ait une parotidite, une inflammation, une douleur importante. On n'ose plus mastiquer, ça fait mal. Et je me souviens, il n'y a encore pas très longtemps, une femme de la région de l'Alsace qui m'écrit et qui me dit, voilà, on veut m'opérer parce que j'ai une lithiase, c'est-à-dire pas une lithiase vésiculaire, c'est-à-dire j'ai un caillou dans le canal de la parotide. Parce qu'une glande qui a une excrétion, comme le pancréas, il a un petit canal, eh bien la parotide a un petit canal, il s'appelle sténome, peu importe le nom. Mais si dans ce canal, il y a de la boue, et s'il y a cette boue qui se concrétise en un petit calcul, eh bien, à ce moment-là, on vous dit il faut opérer. Et en même temps, le grand danger d'opérer une parotide, c'est que la parotide, elle est traversée par un nerf qui est le nerf facial, qui nous permet d'avoir une mimique sympathique, ou pas sympathique, mais qui est à peu près symétrique. Et donc, je me souviens, je dis à cette patiente, envoyez-moi la photo, simplement, du fond de votre gorge, du côté, centrez bien la photo sur le fond, mettez un bon éclairage. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à l'arrivée du petit orifice du canal d'évacuation de cette parotide, je vois qu'il y a une boursouflure.
Et je lui dis, vous avez eu une IRM, vous avez eu une échographie, etc. Là, il y a un calcul. Et ce calcul, il va sortir, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin d'être opéré. Vous avez simplement besoin de voir un ORL qui va, avec sa petite pince, élargir un petit peu l'orifice qui est un peu enflammé. Ça se voit sur la photo. Et vous allez boire comme un trou, parce que vous ne buvez pas assez. Il y a de la salive qui va pousser, tandis que l'ORL va ouvrir un petit peu le canal. Et le lendemain, elle m'envoie la photo du calcul qui était sorti. Elle était en train de faire une parotidite sur une lithiase de sa parotide. Ça, c'est une pathologie assez fréquente, en chirurgie digestive en particulier, parce que quand nous ouvrons le ventre ou que nous rentrons dans la cavité abdominale, assez souvent, il y a un arrêt du transit intestinal. On vous dit ne buvez pas, sinon vous allez vomir, mais il faut alors remplacer l'eau que l'on ne prend pas par voie veineuse. La deuxième maladie, qui est une maladie auto-immune, j'ai vu encore des cas il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle la maladie de Gougerot. Maladie de Gougerot-Sjögren, Gougerot comme ça se prononce avec un T à la fin, Sjögren, c'est un autre collègue, ils se sont mariés, si on peut dire, tous les deux sur le plan scientifique, S-J-O, tréma, Sjögren. Et cette maladie, c'est un affaiblissement des glandes salivaires, en particulier parotides, qui font que ces parotides ne sont pas suffisamment hydratées, elles ne reçoivent pas assez d'eau. Il n'y a pas suffisamment de mastication et vous allez avoir des anticorps antiparotidiens qui sont en train d'arriver pour abîmer votre parotide et l'empêcher de faire son travail. Et dans ces cas-là, très souvent, eh bien, on va voir un rhumatologue, un ORL, etc. Alors que la première des choses à faire, c'est de changer ses habitudes alimentaires et de boire et de boire et de boire. Et ça, c'est un point capital, en particulier chez les personnes âgées, parce que les hommes ont des problèmes avec la prostate, les femmes avec des fuites. Donc, il faut bien comprendre que cette hydratation de notre corps et de notre zone otorino-laryngologique, du palais des saveurs et des arômes, cette hydratation est absolument fondamentale. Alors, rentrons maintenant dans les enzymes. Tu as parlé d'enzymes, de choses qui vont couper, faire le premier boulot de la digestion, les enzymes de la salive. Il y en a surtout une qui est la plus connue, c'est ce qu'on appelle l'amylase salivaire, qui est là pour commencer à découper l'amidon, pour obtenir des morceaux d'amidon de plus en plus petits. Et cette enzyme, elle ne travaille que dans un niveau dans un liquide assez neutre. C'est-à-dire pH. Voilà, ce qu'on appelle le pH neutre, c'est-à-dire que c'est ni acide ni basique. Et cette amylase salivaire, elle a en tout cas ce qu'il semble peu de temps pour agir, puisqu'on va assez rapidement déglutir, donc d'où l'importance de commencer à mastiquer quand même sérieusement avant d'avaler, mais elle peut agir encore au cœur du bol alimentaire, parce que le bol alimentaire se remplit par l'intérieur et les sucs gastriques agissent sur l'extérieur. Donc il y a une action qui est possible et qui va permettre d'expliquer en partie pourquoi, quand on mange du pain, des pâtes, du riz blanc, des choses comme ça, surtout si c'est du raffiné, donc pauvre en fibres, eh bien on peut faire monter notre glycémie assez rapidement. Donc la salive a cette première enzyme. La deuxième enzyme, c'est une petite lipase dont on parle peu. Surtout chez l'enfant, je crois. Elle est surtout présente chez l'enfant et elle permet de commencer à digérer plutôt des triglycérides à chaîne plutôt courte. Il y en aurait une autre a priori, je crois, au niveau gastrique, mais leur action est moins connue que les fameuses lipases pancréatiques. En tout cas, probablement qu'elle commence à préparer un travail de digestion. Pour le lait maternel, qui peut être un petit peu gras à certains moments de la journée. Même pour les huiles végétales, il semble que ça porte un bénéfice aussi. Quoi qu'il en soit, quand on mange notre salade, parce que c'est important de manger des crudités de façon assez régulière, de bien les choisir selon ses goûts et selon ses compatibilités digestives, on a tout intérêt à assaisonner justement, parce que ça amène beaucoup de saveurs. Il faut savoir que le gras est un vecteur du goût très puissant, les cuisiniers d'ailleurs le savent bien, et le fait de rajouter du gras, éventuellement des herbes, des aromates, des épices, je veux dire des choses simples, des matières premières brutes, voilà, qu'on réapprend à utiliser au besoin, eh bien ça va encore plus stimuler la salivation, et donc ça va être favorable à une production de sucre digestif qui va favoriser la digestion. C'est des
grand classique d'ailleurs des approches de la médecine indienne. On trouve ça aussi beaucoup dans la médecine chinoise, tout ça. On parlait il n'y a pas si longtemps en arrière de plantes qui avaient des propriétés apéritives, héménagogues, etc. C'était des fonctions de stimulation de nos activités digestives et donc on digérait mieux. Il y en a d'autres qui vont stimuler l'excrétion de la bile. Donc tous ces arômes qui peuvent amener de l'amertume, de la douceur, de l'acidité, etc., elles ont des fonctions digestives extrêmement intéressantes. Et il y a une enzyme dont on parle assez peu, qui est en relation assez directe quand même avec la gustation, c'est l'anhydrase carbonique. L'anhydrase carbonique, elle intervient surtout dans la perception des odeurs. Elle va permettre de participer à la transformation de la molécule odorante en un signal nerveux. Et cette anhydrase carbonique, c'est une enzyme qui ne peut pas fonctionner sans un cofacteur qui s'appelle le zinc. Et donc, on a des publications scientifiques qui ont bien montré que les carences en zinc étaient associées à une réduction de l'olfaction et éventuellement Covid. Voilà, les anosmies et agueusies qu'on connaît depuis très longtemps, eh bien, elles sont associées à une carence en zinc. Il y a même, j'ai vu à plusieurs reprises des articles qui parlaient du déficit en zinc présent chez les patients qui avaient des pathologies neurodégénératives. Donc, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un indicateur de santé digestive très intéressant. Santé globale. Santé globale, mais quand la digestion va, tout va, quelque part. Et puis de santé nerveuse en même temps. Et les deux Neuronutrition. Neuronutrition. On nourrit tous ces tissus par l'alimentation. Mais tu vois, au moment du Covid, moi j'ai prescrit, j'ai dit n'ayez pas peur. Et j'ai prescrit tout simplement de boire beaucoup, de prendre du zinc, de prendre des produits, de manger beaucoup de fruits, etc. Eh bien, j'ai été accusé d'être gourou parce que je disais qu'il fallait prendre du zinc ou des produits de qualité qui ont permis à beaucoup de malades d'éviter d'avoir des aggravations de leur propre maladie Covid-19. Alors que ce sont des produits qui sont scientifiquement utiles. Et il y a un produit qui s'appelle Effizinc, qui est remboursé par la Sécu. On peut faire une ordonnance. Dieu sait que j'en ai fait beaucoup et que ça ne plaît pas parfois au Conseil de l'Ordre parce que c'était pas l'ANSM qui avait dit qu'il fallait le faire. Donc le zinc, ça c'est un cofacteur absolument essentiel, justement au niveau de la salivation. Amylase, lipase. Et maintenant, rentrons un peu dans ce microbiote. Parce que microbiote, on pense à côlon, on pense à intestin. On n'y est pas. On est tout à fait en haut. C'est ni l'intestin grêle, ni le côlon. Et pourtant, il y a un microbiote. Alors parlons-en. C'est simplement lié au fait d'être en contact avec l'extérieur. Il y a un microbiote buccal de la même manière qu'il y a un microbiote sur notre peau. Il y a un microbiote différent selon la zone des plis de peau. Les dermatologues le savent très bien. On peut avoir un microbiote donc dans les plis de peau. Les microbiotes sont extrêmement nombreux. Dès qu'il y a un contact avec l'extérieur, il se développe un microbiote parce qu'il y a un milieu de culture en fait. Et c'est selon la qualité du milieu de culture que le microbiote va se développer ou pas. Et qui domine là-dedans? Alors qui domine? Ça dépend de notre alimentation. Voilà. Si on a une alimentation riche en sucre, ça va être plutôt des moisissures qui sont capables de se nourrir de sucre ou des bactéries qui sont capables de se nourrir de sucre et dont la présence... Champignons. Pardon? Champignons aussi. Oui, j'ai parlé de levure, oui. Levure, champignons, c'est la même famille. Mais la question justement du milieu de culture que l'on amène quand on consomme beaucoup de produits sucrés, beaucoup de produits raffinés, eh bien c'est assez logique que ce soit favorable au développement de parodontite, caries, etc. Les liens sont directement faits. Et d'un autre côté, une personne qui mange beaucoup de fruits et légumes et des produits plutôt de qualité biologique, donc qui contiennent leur propre microbiote à l'extérieur, hein, pas des trucs qui ont été arrosés de différentes substances plus ou moins antibactériennes, eh bien, quand on entretient le microbiote buccal par une bonne alimentation, on a beaucoup moins de ces problèmes dentaires, de ces problèmes de stomatite, etc. Alors, il y a une relation entre les gingivites, les parodontites, les inflammations du parodonte, donc autour de la dent, et les cancers du côlon et du rectum. Il y a une relation qui a été établie par des études épidémiologiques. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'à partir des erreurs que nous faisons là, nous pouvons payer la facture plus bas
qui imposera chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et tout ça. Bon. Alors maintenant, je voudrais revenir sur un sujet que je connais et que tu connais bien aussi, mais mieux que moi, c'est le problème de ces gens qui subissent des traitements lourds de chimio-immunothérapie et qui ont une langue toute rouge, ils ont des problèmes de candida dans la bouche, qui ont des problèmes de brûlure et qui n'osent pas s'alimenter, d'autant que parfois dans les cancers de la zone otorino-laryngologique, il faut faire de la radiothérapie qui va assécher des glandes salivaires. Bon, là, quel conseil peut-on donner à toutes ces personnes qui sont avec des traitements lourds, qui vont bouger, je dirais, localement la multiplication des cellules de la partie intérieure de la joue, de la langue, puisque nous refaisons les papilles, comme nous l'avons dit, tous les 10 jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil aux gens qui subissent tant et tant de traitements lourds, qui sont obligatoires, évidemment, hein, il n'est pas question de les contester, pour aller vers la guérison? C'est très révélateur de ce qui fait l'équilibre de la santé de notre palais des saveurs. C'est la capacité du tissu à se renouveler régulièrement et c'est l'état du biotope, si on veut, à un endroit donné. C'est-à-dire que les traitements anticancéreux sont des toxiques pour toutes les cellules en renouvellement. Donc, mis à part entre les cures de chimiothérapie, ce sont des tissus qui vont être abîmés. Et ça va compliquer le maintien d'une flore buccale en bon état. Ensuite, il y a l'immunodépression qui va empêcher le système immunitaire de limiter le développement de ces candidoses et autres levures ou moisissures qui se développeraient au niveau buccal. Donc, si en plus de ça, on a une alimentation, parce que les nausées, les difficultés digestives que l'on a compliquent fortement la possibilité d'avoir une alimentation optimale. On ne peut pas tout faire à la fois, il y a déjà un stress énorme à gérer, plus les effets des traitements, la perte de l'appétit, le stress aussi lié à une éventuelle perte de poids, selon les types de cancers. Donc tout ça est assez compliqué, mais dans l'idéal, il faudrait essayer de maintenir la consommation de fruits et de légumes, quitte à faire des smoothies, quitte à faire des jus de légumes avec un extracteur, hein, pas avec une extracteur, voilà, pour garder un petit peu de fibres, mais essayer d'amener quand même des végétaux en plus de tout le reste, hein, donc des apports protéiques adaptés. Voilà, il faut maintenir son poids le plus stable possible, c'est très important, et maintenir un apport protéique correct pour protéger tout ça. Et le fait d'amener régulièrement ces fruits, ces légumes va permettre d'entretenir au maximum un microbiote buccal de qualité. Après, le corps médical prend en compte ces effets indésirables comme tout le reste, évidemment. Il propose donc des bains de bouche avec des liquides, avec des niveaux de dilution particuliers au bicarbonate. Donc c'est très important de faire ces bains de bouche régulièrement, puisqu'on peut conseiller en plus, alors qui est pas encore pratiqué en centre anticancéreux, mais peut-être que ça finira par venir, c'est utiliser des probiotiques strictement bactériens, Lactobacillus bifidobacteria, mais surtout pas des levures. Pas de levure. Alors, dans ces cas-là, pourquoi pas de levure, justement? Alors, pas de levure, ça veut dire pas de bière, ça veut dire pain au levain uniquement et pas de pain avec de la levure, ça veut dire pas de paillettes de levure ajoutées dans ces conditions-là strictement, hein, pas dans l'absolu, une personne saine n'a aucun problème avec tout ça, ça veut dire pas de fromage avec des moisissures dessus, voilà, type Roquefort, type Gorgonzola, etc. Quand il y a des moisissures, il ne faut pas prendre dans ce genre de conditions-là. Ça, il faut que les gens l'entendent. Hein. On en profitera plus tard, mais tout simplement parce que les moisissures peuvent se développer au niveau buccal. Bien sûr. Voilà. Donc, autre chose, quand on mange des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, il peut y avoir des petites moisissures dessus. Et ça peut contaminer la cavité buccale. Ça peut donner de l'aphte. Des aftes. Des aftes, exactement. Qui sont une traduction d'une immunité locale qui n'est pas bonne. Et d'un microbiote local qui n'est pas bon. Donc, dans ces cas-là, de nouveau, l'eau avec le bicarbonate pour tremper ces oléagineux avant de les manger, le bain de bouche au bicarbonate, et après le bain de bouche au probiotique, après avoir fait le nettoyage au bicarbonate, pour essayer de maintenir... Donc tu mets le probiotique dans l'eau et tu fais un lavage de bouche. Ouais, ou alors on prend la gélule de probiotique, on la mastique, et puis ensuite on fait un bain de bouche, et ensuite il faut avaler. Hein, on la garde en bouche et après on l'avale. Alors il
peut-être quelques laboratoires qui ont développé des probiotiques spécialement étudiés pour la cavité buccale, parce qu'il y a des études sur le microbiote buccal très intéressantes. Alors j'en connais pas, mais s'il y en a... Il y a beaucoup de douleurs de ce côté-là, en tout cas chez les patients. C'est très inconfortable. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très difficile et qui n'aide pas à s'alimenter correctement. Donc il faut vraiment avoir des réponses là-dessus. Et vraiment le palais, la paroi des joues, etc., tout ça est brûlé, abîmé. C'est vraiment difficile à supporter et c'est vraiment une bonne façon de prendre soin de son microbiote buccal. Prendre soin de son microbiote buccal, c'est une bonne façon de prendre soin du palais, des saveurs. Et de la suite. Et la suite. Alors là, on a surtout parlé, je dirais, des patients qui subissent des traitements assez lourds, mais heureusement, la plupart de ceux qui nous écoutent sont en bonne santé et il faut que ça dure. Et on ne leur propose pas de se retrouver avec une maladie auto-immune ou avec un cancer. Non. On leur conseille d'arrêter le tabac parce que le tabac, ça aide pas trop pour avoir une bonne qualité de ce palais des saveurs. Bon, donc, ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer de donner quelques éléments qui pourraient stimuler des personnes qui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre une partie de leur goût-odorat. Par exemple, je vais bander les yeux d'une personne de mon âge et je vais lui mettre sous le nez un grain de café. Et je lui dis, vous sentez quoi? Il ne sait pas trop. Il y a un problème. Ou bien je lui mets un carré de chocolat, pas au lait, mais un carré de chocolat un peu du vrai, quoi, du concentré, du cacao. Et il me dit, je sais pas. Ou bien je leur mets une belle fleur qui a une bonne, du lilas ou de la rose, etc. Et il répond, je sais pas. Bon, donc voilà un chemin pour les aider à stimuler. Alors nous avons mis au point une technique très sympa avec un ami qui s'occupe beaucoup, figurez-vous, de ramasser du thym et du romarin. Bon, et ce thym et ce romarin, moi je ne savais pas, et c'est lui qui me l'a appris, c'est un expert, qu'il y a des thym qui ont un chémotype différent. Alors au géraniol, au linalol, au thymol, il y en a encore 2 ou 3 autres. Et il a mis au point des petits pots dans lesquels il y a ces thym qui ont des chémotypes différents. Sous le petit pot, il y a écrit le nom du thym, mais ce qu'il faut faire, c'est le prendre, un petit bout, très très peu, vous le mettez sous le nez et vous dites oui c'est du thym, mais on va vous dire non, d'accord c'est du thym, mais c'est lequel de thym? Donc il faut véritablement faire bosser son odorat. On peut faire pareil sur la langue, c'est du thym, ok, mais c'est lequel? Bon, et il y a les 5 ou 6 petites bouteilles, et je trouve que c'est une très belle astuce, c'est très, très beau et très sympa. En même temps, c'est autour de la Méditerranée, on peut en mettre sur nos aliments, et ils ont des vertus, c'est un antioxydant, non? Ah bah, il y a plein de composés phénoliques qui sont donc typiques des huiles essentielles de ces différents thym, qui ont beaucoup de vertus qui ont été étudiées. Il y en a certaines qui sont capables d'empêcher le développement de populations bactériennes. Donc de là à dire qu'ils ont une activité anti-infectieuse, ma foi, ça expliquerait bien que on puisse les utiliser depuis des temps immémoriaux pour lutter contre tout un tas d'infections. Prendre une tisane de thym quand on est enrhumé, quand on a une cystite, boire beaucoup de tisane de thym, etc. Ça n'empêche absolument pas au besoin d'utiliser les thérapeutiques style antibiothérapie si vraiment c'est nécessaire. Mais bon, ce sont des aides très intéressantes et il y a toute une pharmacopée naturelle qui existe, qu'il ne faut surtout pas négliger, d'autant que voilà, des pharmaciens qui ont développé tout un tas de médicaments à partir de substances qui ont été trouvées dans la nature, ça a été tout le début de la pharmacologie en fait. Donc bien sûr qu'il y a des activités qui peuvent être très utiles, alors anti-infectieuses, j'irai pas jusqu'à dire antibiotiques parce que c'est pas de cet ordre-là, mais il y a des choses très très intéressantes et puis surtout il y a des activités qui peuvent être antioxydantes, il y en a d'autres qui peuvent être anti-inflammatoires, il y en a d'autres qui vont stimuler donc la production des sucs digestifs, des exemples comme ça, il y en a énormément et puis la saveur, le goût, voilà, c'est un travail de cuisinier de haute gastronomie quelque part, de savoir faire des choses un petit peu nouvelles, mais dans tout ça, qu'est-ce qui domine? C'est la qualité d'un produit qui a été le moins raffiné possible et des associations qui relèvent certes du génie, mais qui sont basées sur des choses que la nature a déjà produit avant nous. Alors j'ai fait un livre avec lui qui s'appelle Guillaume Bouguet sur le thym et le chirurgien. Le thym c'est lui, le
chirurgien, c'est moi, et il a mis au point ce qu'il a appelé en anglais, ça fait très savant, la time c'est le teint, time olfactive and gustative stimulation, n'est-ce pas? C'est la stimulation olfactive et gustative avec du thym. Et sa boîte s'appelle Flore en thym, une toute petite boîte du Midi de la France, et qui fait du très bon travail, à mon avis, pour retrouver le goût et l'odorat, vous qui avez peur de démarrer vers une maladie neurodégénérative, vous, votre conjoint, et vous voulez que cela cesse et retrouver le moral et pas avoir peur. Je vais terminer parce que nous avons passé pratiquement 3/4 d'heure ensemble, parce que je ne vous ai pas dit, je l'ai oublié au départ, que, voyez, ici, vous avez ma carte de docteur en médecine, sauf que je suis docteur en médecine, mais je viens d'être suspendu pour 2 années, depuis le 1er janvier de cette année 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Ça fait beaucoup. Donc, il me reste encore 1 année et demie, un peu plus, à être suspendu, sauf si le Conseil d'État me donne un sursis, c'est-à-dire supprime cette suspension et me permettrait de continuer à voir des patients bénévolement, à faire des ordonnances pour ma famille, mes enfants, mes amis, etc. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. J'ai pas le droit de le faire, mais malgré ce, étant professeur de cancérologie et de chirurgie, certes à la retraite, mais j'ai parfaitement le droit de parler à un très grand nombre de personnes. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter sur cette télévision ABC Talk TV. N'hésitez pas à faire passer tout ça, c'est gratuit auprès de vos amis, car évidemment, quels que soient les âges, ce que nous voulons vous faire passer, c'est de la santé, c'est du bonheur pour vous-même, tous ceux qui sont autour de vous. Et à très bientôt, et merci Jean pour tout ce que tu m'as appris, parce que j'apprends chaque fois des choses dans le domaine de ma propre vie, de ma propre nutrition, de ma propre santé, et pour l'instant, tout va bien. À très bientôt. À bientôt.